Otep, bienvenue à ce premier hommage. Nous allons parler de Marcus Garvey, mais avant, petit disclaimer. Vous pouvez nous poser des questions sur nous en commentaire de n'importe quelle vidéo que l'on va publier à partir de celle-ci, et on choisira une ou deux pour y répondre en fin de la vidéo qui suivra et ainsi de suite. Pareil, si vous avez des messages à faire passer à la communauté, c'est juste pour pouvoir créer du lien entre nous. En dehors de ça, vous savez déjà que les chaînes Kamit sont très censurées et limitées par l'algorithme YouTube. Donc on fait un petit deal. Nous, on fait en sorte de publier au moins une vidéo la semaine et vous partagez la vidéo en question. Je sais que c'est difficile parce qu'on n'a pas toujours le réflexe de partager, mais faisons un effort. Et pour ceux qui ne reçoivent pas les notifications malgré le fait d'être abonné et d'avoir activé la cloche, venez sur la chaîne chaque samedi à 19h et regardez si on n'a pas publié une nouvelle vidéo. Comme on l'a dit, il faudrait que l'on pousse ce combat d'aliénation à la main. Bon, passons au sujet. Marcus Garvey. Il y a un siècle, ce Jamaïcain fonde la plus puissante organisation de l'histoire noire. Son héritage vit jusqu'à nos jours et il demeure la figure centrale du panafricanisme. Marcus Mosiah Garvey naît le 17 août 1887 à St. Ann's Bay en Jamaïque. Il est un des deux enfants à avoir pu atteindre l'âge adulte dans une fratrie de 11. Son père est un chrétien lettré qui lui transmet le goût de la lecture. À 14 ans, il travaille dans une imprimerie et c'est très tôt que lui vient l'envie de lutter contre l'injustice et l'inégalité. En 1907, il participe à la première grève des syndicats des imprimeurs jamaïcains qui lui vaut de figurer sur une liste noire puis d'être licencié. Il part travailler en Amérique centrale et en Amérique du Sud où il découvre, horrifié, les conditions des employés noirs de la région et ceux venus des Antilles. Il dit: partout, le nègre est marginalisé, maintenu de force au bas de l'échelle sociale de l'humanité parce que noir, sans la moindre considération, ni pour ses qualités humaines, ni pour ce qui pourrait être son intelligence ou ses dons. Nulle part, le nègre ne jouit de la moindre dignité humaine. Partout, il est serf, esclave. Garvey syndicalise les travailleurs africains et donne de la voix dans les journaux dissidents. Il est expulsé par les autorités du Costa Rica et retourne à la Jamaïque où il continue son activisme. Il part pour Londres où il pense avoir plus d'impact. Il donne des discours dans la rue. Il est marqué dans son parcours par la lecture d'Up From Slavery de l'activiste africain-américain Booker T. Washington. Il en sort convaincu que l'émancipation scientifique et économique est fondamentale pour relever le monde noir. En contact avec beaucoup d'Africains sur le continent, il met les terribles injustices commises par les colons en Afrique tout en haut de ses préoccupations. Il prend des cours de droit et de philosophie sous la tutelle du noir d'Égypte, Ducé Ali Mohamed, qui lui donne des bases en histoire africaine. Garvey apprend ainsi que l'Égypte et Carthage étaient des civilisations noires et que les Africains avaient civilisé et dominé le monde pendant 3000 ans. C'est avec les idées affinées et dopées par la conscience historique africaine qu'il fonde l'Association universelle pour l'avancement des nègres, Ligue de la communauté africaine, l'UNIA. Le but de son mouvement: libérer l'Afrique du colonialisme et faire du continent un empire politique, économique, industriel, militaire et la terre promise pour tous les Africains du monde. La devise est un but, un Dieu, un destin. C'est aux États-Unis qu'il va donner à l'UNIA toute sa puissance. Marcus Garvey découvre aux USA une terre de contraste. D'une part, il y a un racisme d'une violence extrême et d'une autre part, c'est un pays d'opportunités où les Noirs s'en sortent le mieux. Il parcourt 38 États et il a de l'impact. Avec ses discours enflammés, il engrange des partisans et pose les bases de l'UNIA dans le quartier noir d'Harlem à New York. Le projet d'une Afrique forte et renouant avec sa place de civilisatrice de l'humanité parvient à fédérer. Les adhésions affluent de partout. En 1921, l'UNIA compte le chiffre astronomique de 6 millions de membres et aurait eu 1100 sections dans 40 pays. Son journal The Negro's World est distribué partout aux Amériques en plusieurs langues. Garvey dit dans les premiers éditoriaux du Negro's World: l'Afrique doit être libérée et nous devons tous vouer notre vie, notre énergie et notre sang à cette cause sacrée. Il crée la compagnie maritime Black Star Line qui récolte la somme faramineuse, oui c'est énorme pour cette époque, de 10 millions de dollars de la part de petits investisseurs noirs, même les plus pauvres contribuent. Très vite, la société possède 3 cargos lui servant non seulement à convoyer ses marchandises, mais aussi à servir le projet visant à ramener les Noirs en Afrique. Partout où ces navires mouillent l'ancre, des foules de Noirs viennent l'acclamer. Les bateaux de Garvey transportent 4000 tonnes de matériel de construction et des experts qui posent les bases de chantiers au Libéria. L'objectif est de bâtir une ville qui va défier les mégalopoles occidentales. Garvey fonde en 1919 la Negro Factory Corporation qui permet la création de chaînes de magasins d'alimentation, de restaurants, de teintureries, d'ateliers de confection, de magasins de mode, de fabriques de chapeaux, de fabriques de poupées noires, de blanchisseries, d'hôtels, de maisons d'édition, etc., etc. Entre 1920 et 1924, l'UNIA et ses filiales économiques, ses écoles, toutes gérées par des Noirs, auraient employé des dizaines de milliers de personnes. Marcus Garvey pose les fondements d'un État unique africain dont il est élu président. Il rassemble lors des conventions internationales de l'UNIA des milliers de délégués des Amériques, d'Europe et d'Afrique. Il dote la nation en projet d'un drapeau en 1920, d'une élite,
d'un embryon d'armée terrestre et d'armée de l'air. Les infirmières dites de la Croix-Noire africaine défilent devant lui. Il adopte la Déclaration des droits des peuples noirs dans le monde. L'activiste africain-américain W.E.B. Du Bois est un acteur de la première heure du panafricanisme. Du Bois et Garvey veulent l'émancipation de tous les Africains du monde, mais tous les opposent sur la forme. Du Bois, qui s'était violemment opposé à la politique de soumission de Booker T. Washington, était jusqu'à l'avènement de Garvey le plus grand leader panafricaniste. Du Bois est un universitaire bourgeois et clair de peau qui prône l'intégration des Noirs en Occident et les négociations avec les colons pour libérer l'Afrique. Garvey est un autodidacte, un homme du peuple foncé qui veut une séparation franche avec les Blancs et n'exclut pas le conflit ouvert. Garvey est complètement écœuré par le nombre de Blancs qui travaillent avec Du Bois au sein du lobby noir NAACP. L'affrontement entre les deux est terrible. Chacun traite l'autre de plus grand danger au monde pour la race noire. Du Bois accuse Marcus Garvey de soutenir le Ku Klux Klan. L'organisation raciste voit en lui le leader noir qui rendra l'Amérique totalement blanche, puisqu'il veut faire retourner tous les Noirs en Afrique. Garvey admire le Ku Klux Klan pour sa franchise dans la haine des Noirs, attitude qui contraste avec l'hypocrisie des Blancs en général. Les membres du Ku Klux Klan vont même aller jusqu'à investir dans la Black Star Line. La compagnie maritime fait face à des problèmes de gestion et au sabotage des autorités américaines. Elle commence à chuter. L'UNIA, qui grossit trop vite, n'arrive pas à répondre aux attentes de ses membres. Les colons européens qui exploitent l'Afrique font de Garvey l'ennemi numéro 1. C'est ainsi que les autorités montent un dossier de corruption concernant la Black Star Line. Garvey est condamné à 5 ans de prison pour des faits qu'il n'a pas commis, mais n'en fait que 3 grâce à la mobilisation internationale. Barack Obama refusera d'ailleurs de le gracier à titre posthume en 2011. À sa sortie, malgré l'UNIA qui est affaibli, Marcus Garvey n'a rien perdu de sa fougue et reprend le combat à Atlanta. Du Bois, qui plus tard fera beaucoup pour l'indépendance africaine, milite dans le mouvement Garvey Must Go, qui vise à expulser le leader jamaïcain des États-Unis. Marcus Garvey est rapatrié à la Jamaïque en décembre 1927. Infatigable, Marcus Garvey reprend le combat politique à la Jamaïque et fonde le PPP, considéré comme le premier parti moderne de l'île, sous la bannière duquel il est élu député. Inlassablement saboté, il continue à y présider l'UNIA. Il va vivre de nouveau à Londres, où il soutient l'Éthiopie sous occupation italienne, les travailleurs antillais et finance clandestinement l'occupation estudiantine d'Afrique de l'Ouest, OASU. Il crée une école de philosophie africaine pour développer la pensée panafricaniste et préside le congrès de l'UNIA à Toronto au Canada en 1937. Le géant s'éteint en 1940 suite à un AVC. Il meurt à 53 ans sans jamais avoir vu son Afrique chérie. Chaque Africain du monde porte en lui l'héritage de Marcus Garvey. Les héritiers les plus visibles de sa pensée sont Kwame Nkrumah et Malcolm X. Ce sont les écrits de Garvey qui ont éveillé le nationalisme de Nkrumah alors qu'il était encore étudiant aux États-Unis. C'est sa vision d'une Afrique unie qui est la base de la lutte de Nkrumah pour fonder les États-Unis d'Afrique, dont l'ambition a accouché l'Union africaine d'aujourd'hui. C'est cette vision qui en bonne partie a fait de Nkrumah la plus grande figure des indépendances africaines. Earl et Louise Little, parents de Malcolm X, travaillaient et militaient pour Marcus Garvey. Malcolm X lui rendra hommage, en particulier pour son impact dans les indépendances aux Caraïbes. C'est Amy Diak Garvey, la veuve de Malcolm X, qui co-organisera avec Du Bois la conférence de Manchester en 1955, qui lança la lutte effective pour l'indépendance africaine. À cette conférence participaient entre autres Jomo Kenyatta, premier président du Kenya, ou encore Nnamdi Azikiwe, premier président du Nigeria, qui se réclamait d'ailleurs comme héritier du garveyisme. Garvey a inspiré les indépendantistes zimbabwéens, les défenseurs de la cause noire en Afrique du Sud, le grand Julius Nyerere, premier président de la Tanzanie, ou encore Kamuzu Banda, premier président du Malawi. En raison de sa pensée et de ses réalisations, Marcus Garvey est, et cela pour l'éternité, un des plus grands Africains de l'histoire. Si je meurs à Atlanta, mon travail ne fera que commencer, mais je vivrai physiquement ou spirituellement pour voir le jour de la gloire de l'Afrique. Quand je serai mort, enveloppez-moi dans la cape rouge, noire et verte. Car dans une nouvelle vie, je me relèverai avec la grâce de Dieu et ses bénédictions pour mener des millions jusqu'au sommet du triomphe que vous connaissez bien. Cherchez-moi dans l'ouragan ou dans la tempête. Cherchez-moi tout autour de vous. Car avec la grâce de Dieu, je reviendrai et amènerai avec moi les innombrables millions d'hommes et femmes noirs qui sont morts en Amérique, ceux qui sont morts dans les Antilles, ceux qui sont morts en Afrique pour vous aider dans le combat pour la liberté de la vie.